Cette histoire, elle commence en 1871. Et cette histoire est intimement liée avec ce qui se passe en France. 1871, c'est la guerre avec la Prusse. Donc en Algérie, on comprend que les Français sont mobilisés sur le front de l'Est avec la guerre avec la Prusse. Et il y a aussi, à Paris, il va y avoir à partir du mois de mars 1871, la Commune de Paris. Ça, c'est pas anodin parce qu'on va retrouver les gens de la Commune de Paris, dont Louise Michel, avec les Algériens quelques mois plus tard. En Algérie, 1871, on se rend compte que la spoliation des terres est de plus en plus importante et touche non seulement les fellahs pauvres, mais des grandes tribus avec de grands notables qui ont pignon sur rue. Les Mokrani ne sont qu'une petite partie de l'iceberg de cette spoliation. Et on se rend compte en 1871 que la colonisation, qui est une colonisation de peuplement, il va y avoir deux colonisations de peuplement dans l'histoire coloniale française, c'est l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en Algérie, on fait venir de plus en plus de Français. En 1870, il y a les Alsaciens lorrains, donc la guerre avec la Prusse, qui vont commencer à arriver en Algérie. Il faut des terres. Et donc on prend les meilleures terres, on continue à prendre les meilleures terres, et on prend les terres des nobles, des grandes tribus. Voilà. Et cette conjonction de la spoliation, de la guerre française avec la Prusse, va donner le signal un petit peu que c'est le moment de se débarrasser de ces gens qui viennent nous coloniser et nous voler les terres. Et le point de départ, ça va être le refus à la frontière tunisienne, algéro-tunisienne, des spahis, des cavaliers spahis, de gagner la France pour aller combattre sur la frontière contre la Prusse. Les Prussiens encerclent Paris déjà, voilà, on est en avril 1871. Et donc le fait que la France est affaiblie, le fait qu'il y a ce refus des spahis d'aller en France combattre pour des idéaux qui ne sont pas les leurs alors qu'on vole des terres, va déclencher l'insurrection qu'on a nommé l'insurrection des Mokrani. Mais c'est un titre générique parce que l'insurrection ne touche pas seulement les Mokrani. Voilà. Et cette insurrection va durer 9 mois et va être terrible parce qu'on va faire venir de France des bataillons, de l'artillerie, et cette insurrection va être vaincue et tous ceux qui ne seront pas massacrés vont être jugés comme pour les communards. Il y a ce rapport communard-insurgé algérien qu'on va retrouver. Il y a deux insurrections, il y a deux procès, des dizaines de procès, mais des procès en Algérie et en France, et il va y avoir des condamnations à la déportation. Alors, les communards qui vont être déportés, dont Rochefort, Bayer, Louise Michel et un certain nombre d'autres, et les Algériens, dont les deux frères Haddad, qui vont passer en procès dans un procès très important qui va avoir lieu à Constantine en 1992, les procès vont les condamner à la déportation. C'est-à-dire que les déportés sont des politiques. À l'époque, au début des années 70, il y a deux formes de bannissement. Il y a les transportés, qui sont des droits communs, et il y a les déportés, qui sont des politiques. Les déportés politiques ont le droit de garder leurs vêtements civils. C'est pour ça qu'en Nouvelle-Calédonie, on va voir des communards et des Algériens avec leur tenue vestimentaire, avec des burnous pour les Algériens, des chèches, et pour les Français ou les Françaises, des tenues civiles qui portaient à Paris. Pour la petite histoire, il va y avoir des transportés de la Commune de Paris qui vont se retrouver au bagne. Voilà.
parce que le hasard des condamnations et des cours de jugement ont fait qu'un certain nombre de communards ont été considérés comme droit commun. Ça va être le cas de Jean Allemagne, par exemple. Jean Allemagne, qui va être d'abord à Toulon, voit venir les Algériens. Parce que les Algériens, quand ils vont être condamnés par ce grand procès, notamment de la cour d'assises de Constantine, ils vont rester en prison en Algérie. Ensuite, ils vont revenir, ils vont traverser la Méditerranée, ils vont aller dans les prisons du Bagne à Toulon, où ils vont trouver Jean Allemagne. Et ensuite, ils vont être acheminés à l'île de Ré, à l'île de Léron, d'où ils vont partir pour la plupart. Certains vont remonter encore dans le Finistère sur le fort de Kellern, qui était aussi un point de départ pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ces deux insurrections vaincues, les insurgés d'Algérie et de France se retrouvent dans les mêmes forteresses, dans les mêmes bagnes, et vont prendre les mêmes bateaux. Les premiers Algériens partent sur le bateau La Garonne et la Loire de l'île de Ré, l'île de Léron, avec les communards, et vont arriver en 1874 en Nouvelle-Calédonie. À l'époque, il faut 5 mois de bateau. Aujourd'hui, on prend le vol Paris-Nouméa, c'est 24 heures. On fait Paris-Tokyo en 11 heures et ensuite le Tokyo-Tontuta en 10 heures, 11 heures. Hein, voilà. Mais à l'époque, il faut 5 mois de bateau pour arriver à la Nouvelle. La Nouvelle, c'est l'expression que donnent les communards. Kalidoun, c'est l'expression que donnent les Algériens. Donc dans mon travail, les Kabyles du Pacifique, j'ai intitulé ça les Kabyles du Pacifique parce que la plus grande partie des insurgés sont d'origine kabyle, mais ils parlent arabe. Il y en a qui sont trilingues, hein, qui parlent français, qui écrivent l'arabe et qui parlent le kabyle. Mais tous ne sont pas des Kabyles. Hein. Moi, j'ai intitulé mon film et mon livre « Les Kabyles du Pacifique », qui est un titre générique, mais ce sont des Algériens, donc des arabophones et des berbérophones qui arrivent en Nouvelle-Calédonie au bout de 5 mois de bateau. Et pour retrouver la trace de ces gens-là, j'ai utilisé les récits des communards. Les lettres des communards qui sont déposées aux archives d'Aix-en-Provence. Il y a 4000 déportés de la commune en Nouvelle-Calédonie et j'ai ouvert tous les cartons, tous les dossiers des 4000 communards qui sont déposés aux archives d'Aix-en-Provence pour trouver les bribes qui nous renseignent sur Toulon, sur l'île de Ré, sur Oléron, sur le voyage et sur l'arrivée. Une des plus illustres déportées de la commune de Paris, Louise Michel, dit dans un très beau texte les voir arriver un jour, un soir, parce que quand ils arrivent, il y a plusieurs centres de détention. Mais ils arrivent tous à la presqu'île d'Ucos. La presqu'île d'Ucos, c'est un petit peu le lieu où les gens déportés débarquent au bout de 5 mois de bateau. Et Louis Michel dit je vois une colonne, on dirait des pénitents, parce qu'ils sont burnous. Oui. Et un cri surgit qui dit non, ce ne sont pas des pénitents, ce ne sont pas des religieux, ce sont les Arabes parce qu'ils arrivent en burnous dans la nuit et c'est les premiers déportés qui arrivent. Ducos, c'est ce qu'on appelle la presqu'île du Pucos, va être un lieu de détention. Juste en face de la baie, il y a, comme tu peux le voir, Nouville, qui est une île, l'île du Diable, qui s'appelle l'île du Diable, qui héberge les transportés, hein, les bagnards. Bon. Il y a des communards qui sont malheureusement considérés comme bagnards, qui sont de l'autre côté de la baie, à Nouville. Mais la majorité des Algériens, dans un premier temps, vont rejoindre l'île des Pins, qui est, avec les communards, une enceinte dite fortifiée, qui est à 70 km au sud de Nouméa, et les Algériens vont être dans l'endroit le plus lointain de Kuto, là où ils débarquent à Kuto, qui va être la 5e commune. Quand les communards et les Algériens arrivent en Nouvelle-Calédonie, ils arrivent très démunis, hein, 5 mois de bateau, voilà, c'est pas dans des bateaux 4 étoiles, hein. Ils sont dans des cages.
il y a des bateaux d'administration pénitentiaire qui sont adaptés à ce transport de condamnés, et donc ils sont dans des cages. La nutrition est très légère, et il y a beaucoup de décès lors de cette traversée. Donc 5 mois, c'est pas rien, hein, c'est à l'autre bout du monde. Et quand les déportés algériens et les déportés de la commune arrivent sur place, ils sont dans comment ça s'appelle, une faiblesse absolue, hein. Physiquement, ils sont dans le dénuement et dans une faiblesse physique absolue. On voit dans les archives de l'époque, quand les communards notamment arrivent à Ducos, des cabanes, ils construisent des cabanes pour se protéger. Pour ces déportés d'Algérie ou de la commune de Paris, rien n'a été prévu. Voilà, ils sont arrivés, même si c'est 5 mois, le gouverneur de l'époque n'a pas eu le temps de construire de quoi héberger tous ces gens qui débarquent de France et d'Algérie. Et donc il va y avoir beaucoup de maladies et beaucoup de décès dans ces nouvelles arrivées. Les Kanaks, les Algériens et les communards se côtoient très vite. Voilà, on est en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks vont servir à l'île des Pins et à Ducos de gardiens, même sur l'île de Nouville, ils vont servir de gardiens. Comme ils ont connaissance du terrain, on en fait des gardiens, mais pas des gardiens, les matons surveillants quand on voit aux prisons. C'est des gardiens avec des casse-têtes, avec des lances, qui sont chargés de poursuivre les éventuels fugitifs. Et là aussi, il y a plusieurs lithographies d'un déporté qui s'appelle Lot, où on voit ces gardiens à côté des déportés algériens ou de la commune de Paris, notamment à l'île des Pins. Les Algériens vont, comme les communards, avoir des liens entre eux et vont avoir des correspondances avec leur pays d'origine. Et ils vont développer, parce que les transportés, donc les droits communs, ont l'obligation du travail forcé, les politiques non. Mais comme la ration pour se nourrir chaque jour est très faible, on tient les gens, on les oblige quelque part à travailler pour avoir un complément nutritionnel. Sans ça, ils crèveraient de faim. Et donc, les communards, qui sont des artisans, hein, vont vendre leur force de travail pour avoir un complément, pour pouvoir acheter des fruits, des légumes, du tabac, etc. Les Algériens, eux, vont développer, notamment à l'île des Pins, les premiers élevages de chèvres. Ils vont faire venir des chèvres. Alors, je n'ai pas réussi à remonter la piste de l'arrivée des chèvres, parce qu'il n'y a pas de chèvres en Nouvelle-Calédonie dans les années 1870. Et donc, ils vont faire venir des chèvres. Je pense qu'ils font venir des chèvres du Yémen, mais je n'ai pas de certitude là-dessus. Et ils vont développer un commerce de fromage de chèvre. Voilà. C'est eux à qui on doit l'implantation de mandariniers, l'implantation de citronniers. Voilà. À l'île des Pins, il y a sur l'emplacement de la 5e commune, qui est maintenant de la végétation, sur une petite commune, quand on va au nord de l'île des Pins, du côté de Gatchi, c'est le citronnier qui repousse. Parce qu'un citronnier, ce que j'ai découvert là-bas, c'est que quand il brûle, il disparaît, mais ses racines ressortent quelques années plus tard. Donc voilà, ça a été quelque chose d'assez étonnant. On leur doit aussi le palmier dattier. Hein, voilà. Et donc, dans les premiers temps de cette déportation, les Algériens vont être sur Ducos, avec les communards. Il y a la baie des Hommes et la baie des Failles, Nbi et Nba.
Louise Michel va être dans la baie des Femmes, mais ils ont des contacts parce que le gardiennage sur les îles n'est pas poreux. Il n'y a pas de mirador, etc. Il suffit de traverser la montagne pour avoir un contact avec les déportés qui sont de l'autre côté de la montagne, à Ducos, normalement. À Ducos, il va y avoir un cimetière qui a disparu, un cimetière des Arabes. Hein. Il va y en avoir un à Ducos, où on enterrait les musulmans, donc les mahométans, comme on disait à l'époque. Et ce cimetière a disparu. Maintenant, c'est une cité qui existe à cet emplacement, mais à cet emplacement-là, il y avait le camp des déportés algériens et de la commune qui étaient condamnés en enceinte simple. Hein, voilà. Quand je dis un camp, c'était des cabanes où il y avait des gardiens, où les déportés pouvaient faire leur maraîchage, où pouvaient échanger. Et ensuite, ils vont, à partir des années 77-78, 1877-78, un certain nombre vont pouvoir gagner Nouméa, notamment après 1878, où un certain nombre de communards et d'Algériens vont pouvoir gagner Nouméa parce qu'ils ont participé à la répression aux côtés du gouverneur et des forces militaires du gouverneur à l'insurrection du grand chef Ataï, à l'insurrection kanak de 1878. Il y a quelques Algériens, dont Aziz Ben Haddad, qui refuseront, dont Louis Michel, qui refuseront de participer ou de cautionner ce soutien aux militaires lors de la grande insurrection de 1878. Mais la conséquence de cela, c'est qu'un certain nombre de communards pourront quitter ou l'île des Pins ou Ducos et s'installer à Nouméa. Par exemple, Mokrani, qui a participé à la répression aux côtés des forces du gouverneur, tiendra boutique place du marché à Nouméa et commercera avec la Grande Terre. Voilà. Et c'est là que viennent les premiers taxis. Les taxis seront conduits par les Algériens. Alors, ce n'est pas les taxis en voiture, parce que ça n'existe pas encore, c'est les taxis en calèche. Parce que les Algériens ont été recrutés contre l'insurrection du grand chef Attal, parce que ce sont des très bons cavaliers. Et donc, c'est eux qui, dans les colonnes de répression contre les Kanaks, constituaient le gros de la cavalerie de la répression coloniale contre l'insurrection du grand chef Ataï et des Kanaks de la région Halachou. Ils vont s'installer, ils vont commercer et ils vont prendre femme. Parce que ceux qui sont déportés, majoritairement, ce sont des hommes. Oui. Bon. Et tant les communards que les Algériens, ils vont prendre femme et il va y avoir des descendances qu'on retrouve ou qui ont disparu. Et certaines descendances des communards vont revenir en 1881, parce qu'en 1880, il y a l'amnistie qui touche les communards, qui devrait toucher les Algériens, mais les Algériens ne sont pas concernés. Ils devraient être concernés, mais il y a une injustice qui fait qu'ils ne sont pas concernés, alors que c'est des déportés politiques, par l'amnistie de 1880 qui vide l'île de ces communards. Les Algériens devront rester jusqu'en 1895 avant d'être amnistiés sous condition de résidence obligatoire en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a une correspondance entre le gouverneur d'Algérie et le gouverneur de Nouvelle-Calédonie, et on ne veut pas voir ces insurgés qui ont un prestige important, ils se sont battus pour les terres, ils se sont battus pour la liberté. Ces gouverneurs-là, et le gouvernement d'Algérie, ne veut pas voir revenir ces Algériens qui ne manqueront pas de réclamer leur terre qui a été distribuée aux colons.
Donc, 1881, amnistie, les communards quittent l'île. Louise Michel va bien prendre soin de vérifier que tous les déportés de la commune de Paris prennent les bateaux, retour en Europe, avant de regagner l'Europe elle-même. Et il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire, parce que 1880, il y a peut-être le télégraphe, mais il n'y a pas Internet. Quand les communards vont rentrer à Paris, ils vont avoir de cesse de revendiquer et de se battre pour l'amnistie des déportés algériens restés en Nouvelle-Calédonie. Et donc, à l'Assemblée nationale, il y a des joutes, il y a des interpellations, il y a un meeting rue de la Grange-Aubel qui rassemble 1500 anciens communards qui réclament l'amnistie pour les déportés algériens restant en Nouvelle-Calédonie. Il y a une espèce de fraternité qui s'est faite. Les communards, ils ne rentrent pas voilà, la tête basse, ils vont revendiquer pendant des années cette amnistie qu'on a refusée illégalement, parce que c'est une illégalité, une de plus, une injustice, une de plus aux Algériens. Les Algériens vont réclamer le bénéfice de l'amnistie, donc ils ne l'auront pas, ils devront attendre 1895. Et entre 1880 et 1895, ils vont rentrer à l'intérieur du pays, avoir la possibilité d'avoir 4 hectares de culture, comme pour les libérer de la transplantation, et ils vont créer un regroupement où il y a beaucoup aussi de transportés d'origine maghrébine, pas seulement des Algériens, autour de Bourail, dans la vallée de Nessadiou. Alors tu as vu comment c'est Nessadiou, on dirait la petite Kabylie, voilà. Donc ils s'installent dans cette vallée de Nessadiou, et les déportés, même d'origine européenne, parlent arabe. Hein. Moi je me souviens dans le film que j'avais fait en 1995, Les Kabyles du Pacifique, avoir interviewé dans ce film, et dans mon film, M. Praxi, qui était le fils d'un déporté d'origine italienne en France, et M. Parti parlait l'arabe couramment. Il a vécu avec eux, il parlait, il faisait la prière, hein, il faisait la prière. Et donc se crée une petite communauté majoritairement algérienne dans la vallée de Nessadiou, où on parle arabe, où on prie, où on fait les coutumes d'Algérie, ou les coutumes d'Islam, les fantasias, la sadaka, le ramadan, l'égorgement des animaux, les entraides, voilà, les cérémonies de deuil et d'enterrement tournées vers la Mecque, et se crée ce petit cimetière de Nessadiou qui est sur la route en arrivant à Bourail, le cimetière arabe de Bourail, avec son portail, avec une croix, un croissant rouge et une étoile qui indique bien que c'est un cimetière musulman qui date de près de 2 siècles maintenant. Et ces Algériens du Pacifique vont faire souche, hein, plus qu'il va y avoir, après les déportés et les transportés, qui vont, quand ils vont être libérés ou vont avoir des remises de paye, qui vont s'installer dans ces points-là. Alors, ils sont pas restés passifs, hein, ces Algériens. Il y a eu des cas où ils se sont évadés. Je restitue dans les Kabyles du Pacifique le cas d'un Algérien qui s'est évadé, qui a fait le tour du monde, qui a été repris en Algérie et qui est reparti en Nouvelle-Calédonie. Il va y avoir Aziz qui s'évade aussi et qui se retrouve à Sydney. Et dans mon livre Les Kabyles du Pacifique, je retrouve ses lettres. Ça a été passionnant de retrouver Aziz Ben Haddad, le fils du grand maître de la confrérie des Rahmaniya. Le cas d'Aziz Ben Haddad est assez extraordinaire. Les Ben Haddad, c'est une vieille famille. Haddad, forgerons, hein, c'était des forgerons issus de Seddou Kefella,
en Kabylie, dans les montagnes face à Akbou. Lui et son frère sont déportés, participent à l'insurrection, parce que c'est leur père, le grand chef de la confrérie des Rahmaniya, le vieux chef Haddad, mourra en prison. On l'éloigne de la Kabylie pour le mettre en prison à Oran, et il mourra en 1871, l'année même de l'insurrection. Voilà. Les deux frères sont déportés, et ce qui est extraordinaire, c'est l'itinéraire d'Aziz qui va s'évader, qui ne va pas attendre l'amnistie de 1895, qu'on retrouve en Arabie Saoudite. C'est pas l'Arabie Saoudite à l'époque, mais du côté de Jeddah, etc., et qui va avoir de cesse de réclamer l'amnistie et son retour en Algérie. Quand les Algériens, grâce aux communards, sont enfin amnistiés en 1895, il va directement à Paris pour réclamer ces terres, parce qu'il sait que c'est Paris le centre de décision pour ces terres. Le gouverneur général d'Algérie ne veut pas le voir revenir parce qu'ils ont du prestige, ces gens-là. Parallèlement, il y a Mokrani, le frère donc, du Bachaga, tué en 71, qui revient de Nouvelle-Calédonie et qui rentrera, lui, en 1904. Mais Aziz Ben Haddad rentre à Paris en 1895 amnistié, alors que tout le monde le donnait pour mort en 1895 justement, mais à Jeddah, du côté de Médine Jeddah. Et c'est dans le livre du commandant Louis Rhin, Histoire de l'insurrection de 1871, c'est lui, dans ce livre-là qui paraît en 1895, qu'il donne pour mort dans l'actuelle Arabie Saoudite. Et moi, quand je vais voir la famille, les descendants d'Aziz, pour faire ce film et ce livre, ils me disent non, non, il n'est pas mort à Jeddah, il est mort à Paris. Et donc la tradition orale a quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est repris, et moi je dis mais vous avez un papier, vous avez... Et ils me disent non, 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 il est mort à Paris en août 1895. Donc je retourne à Paris, et ce propos-là m'interpelle, parce que je me dis, mais ils n'ont pas de preuves. Et quand je rentre à Paris, je vais chercher, et ils me disent, il est mort boulevard de Ménilmontant en août 1895, et donc ça m'interpelle, et donc je fais des recherches pour savoir si cette tradition orale, c'est une reconstruction ou si ça a une véritable réalité. Et cette tradition orale qui est très forte chez les Kanaks aussi, ils sont capables de restituer des choses sur plusieurs siècles. Et boulevard de Ménilmontant, c'est partagé entre au nord le 20e arrondissement et au sud le 11e arrondissement. Donc je commence par le 20e arrondissement et je trouve rien. Et je vais à la mairie du 11e arrondissement. À l'époque c'était Devaquet, ancien ministre du gouvernement Chirac. Et là, le 25 août 1895, chez Eugène Moureau, déporté de la commune, qui était aussi avec Aziz Ben Haddad à l'île des Pins, il y a l'acte de décès écrit, voilà, que j'ai fait certifier par le maire d'arrondissement, donc Devaquet. C'est-à-dire que plus d'un siècle et demi plus tard, les descendants d'Aziz disent on n'a pas la preuve, on n'a pas l'acte de décès, mais il est mort là, cette année-là. Et donc, je fais faire établir l'acte de décès d'Aziz Ben Haddad, qui est mort au boulevard de Ménilmontant, 11e arrondissement, chez Eugène Moureau, pour attester que cette tradition orale a gardé des choses très très précises, même s'ils n'ont pas les traces manuscrites de cela. Et après, je prolonge ma recherche. Il y a une collecte par les communards pour mettre le corps d'Aziz Ben Haddad dans un cercueil plombé. Ils payent le voyage jusqu'à Marseille. Le corps va arriver à Bougie, mais le gouverneur général d'Algérie détourne le bateau
pour le faire arriver au rang, parce qu'à Bougie, en 1895, donc il est mort en août 1895, des milliers et des milliers d'Algériens convergent vers le port de Bougie pour rendre un hommage à cet insurgé qui retourne au pays 30 ans plus tard dans son cercueil. Et le bateau est détourné pour qu'il n'y ait pas d'accueil, de ferveur nationaliste. Voilà. Et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire dans cette croyance, ou cette non-croyance que j'avais en tant que scientifique sur la tradition orale. Moi, il me faut des preuves. C'est-à-dire que voilà, la reconstruction, la restitution de l'histoire qui se prolonge et qui se déforme au fur et à mesure des narrateurs, moi je m'en méfie beaucoup. Donc là, ça a été la preuve que la tradition orale, un siècle et demi plus tard, pouvait porter en elle-même des traces d'histoire qu'on pouvait recouper et valider sur ces histoires. Ouais.